Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler MotoGP, on va faire le débrief du Grand Prix d'Allemagne. Grand Prix d'Allemagne qui se déroulait du côté du Sachsenring ce week-end et ça s'est plutôt bien passé du côté des Français. On reviendra là-dessus du côté du bilan des Bleus, puis il y aura top et flop comme d'habitude. On n'a pas fait le Grand Prix de Catalogne du côté de la MotoGP. On n'a pas fait les deux derniers Grands Prix, même du côté de la MotoGP, mais encore une fois, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et donc je m'étais concentré sur le cyclisme. Pour une raison simple, c'est que pour le moment, le cyclisme fait quand même plus de vues que la F1 que la moto. Sur la chaîne quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déplu, qui vous a déçu. Ce que vous avez pensé de la course. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme. Là cette semaine ça va être plutôt calme à part les championnats de France, mais ensuite on attaquera le Tour de France, donc il y aura également un programme assez chargé. Encore un Grand Prix assez linéaire du côté du Sachsenring. Il y a eu peu de grosses bagarres, déjà parce qu'on a eu quand même pas mal de chutes sur cette course. Et puis, un peu comme sur les derniers Grands Prix, on reste un peu sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire j'ai l'impression des difficultés à se suivre. Et surtout encore une fois, peu de bagarres sur les courses, peut-être aussi parce qu'on a des pilotes qui soit s'en sortent sur les machines, soit ne s'en sortent pas du tout. Depuis le début de saison, on a quand même peu de pilotes qui sont extrêmement constants, depuis le début de la saison aussi. C'est-à-dire qu'il y a peu de pilotes qui arrivent à être aux avant-postes depuis le début d'année. Et ça joue aussi, c'est qu'on a une hiérarchie qui est déjà très en place. Donc à partir de ce moment-là, je pense que ça fait aussi ça provoque le phénomène d'avoir peu de bagarres. C'est dommage parce que on est sur une la MotoGP, ça a toujours été un championnat où il y avait des bagarres, où il y avait vraiment beaucoup de spectacles. Et c'est vrai que cette année, c'est un peu terne de ce côté-là. Et on sort en plus d'une année 2020 qui était vraiment spectaculaire. 2021, c'était pas mal aussi. Mais là, c'est vrai qu'en 2022, il y a quand même peu de grands prix qui ont été incroyables en termes de spectacle, ce qui est dommageable. Pourtant, pendant les essais, c'était plutôt assez serré. Donc c'est vrai que je me disais, ah, tiens, on est sur un circuit en plus qui est assez technique, le Sachsenring, qui est court. Donc on va peut-être pouvoir avoir une bagarre. Mais en course, on a retrouvé un petit peu les mêmes soucis. Malgré le fait que le Sachsenring est un beau circuit. J'ai vu, il y avait un débat, c'était sur Twitter, alors quelqu'un qui fait un podcast qui s'appelle, je crois que c'est la boîte à clapper, qui a lancé le débat sur est-ce que le Sachsenring est un circuit pourri. Je voyais beaucoup de gens dire le circuit était à chier. Alors, j'ai jamais été sur place au Sachsenring, mais moi, j'ai toujours trouvé la piste fantastique parce qu'elle propose autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de la MotoGP. C'est-à-dire qu'on a une piste qui est très technique, qui est très serrée. Le premier secteur, les 4-5 premiers virages sont vraiment très difficiles. Et le waterfall, ce dénivelé, enfin ce virage-là est juste incroyable. Et le dépassement de Zarco est juste dingue, même du côté du waterfall. Pour moi, c'est un très beau circuit parce que on a quelque chose de différent de ce qu'on voit d'habitude en MotoGP. Ce qui est assez rare, on a tendance à avoir une uniformisation un petit peu des circuits. Le Sachsenring, c'est assez différent de ce qu'on voit toute l'année, ce qui est vraiment bien. Alors après, on parlait des infrastructures. Le côté campagnard, alors c'est peut-être parce que j'habite presque dans le trou du cul du monde, mais moi ça me gêne pas trop. Bon, c'est ce qu'on reprochait aussi à Manicourt, hein, ce côté campagnard. Je suis pas sûr que... Moi, je préfère avoir du spectacle en piste plutôt que d'avoir des infrastructures incroyables. Excuse-moi, on a peut-être des belles infrastructures au Paul Ricard. C'est pas pour ça qu'on est gâté au niveau du spectacle en piste. Mais je préfère qu'il y ait du spectacle sur la piste plutôt que d'avoir des infrastructures incroyables. Au Mans, c'est aussi un petit peu parfois côté camping. C'est pas pour ça que c'est peut-être le circuit, il y a plus grande ferveur. Là, au Sachsenring, il y avait quand même 95 000 personnes.
Je trouve que c'est pas mal, surtout pour un pays qui n'a pas de pilote à temps complet en MotoGP, qui n'a pas de constructeur pour le moment en MotoGP. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On va parler des rumeurs. Des rumeurs ce week-end. Beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs, notamment du côté de BMW. On sait que Suzuki part. Ça, c'est plus maintenant une surprise. La question est de savoir qui va remplacer Suzuki. Et pour l'instant, ça reste très flou. On nous indiquait du côté de la Dormac que d'autres constructeurs étaient intéressés. Alors, au départ, on s'est tous posé la question Kawasaki, qui semblait peut-être le constructeur qui aurait le plus d'intérêt, enfin qui aurait peut-être un intérêt en MotoGP. Kawasaki a dit non, a dit qu'ils étaient très bien en Superbike. Ensuite, on se tourne forcément vers BMW. Le problème pour le moment du côté de BMW, c'est que ceux qui dirigent, c'est la portion automobile du groupe. La moto est minoritaire au niveau notamment du conseil d'administration. Et pour l'instant, la partie auto bloquerait le projet d'aller en MotoGP. Alors c'est vrai qu'il y aurait déjà un premier problème, c'est que BMW n'a pas vraiment à mettre en avant de modèles sportifs. Alors certes, ils ont quelques modèles sportifs, BMW, mais c'est pas leur cœur de cible. Leur cœur de cible, c'est la GS. C'est ce type de modèle un peu trail qui est quand même le cœur des ventes, je dirais, du côté de BMW. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt commercial à aller en MotoGP? Ça, c'est déjà une première chose. Bon, deuxièmement, du côté de BMW, on va lancer pas mal de programmes sportifs dans les mois à venir, notamment en endurance, en automobile, où ils vont rejoindre la catégorie LMDH, la catégorie Hypercar LMDH, avec une LMDH. Alors certes, c'est une catégorie qui coûte un peu moins d'argent, ça reste quand même de la compétition hybride, donc ça reste un peu coûteux. Et puis, ils ont quitté la Formula I aussi, BMW, pour des raisons financières. BMW, c'est un constructeur généraliste, il faut que ça rapporte. Or, avec les incertitudes des prochains mois, notamment au niveau des pièces, au niveau de l'arrivage de certaines pièces, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, l'incertitude au niveau des ventes, ça peut quand même en refroidir plus d'un. Est-ce que la surprise du côté des constructeurs, on pense que c'est BMW le constructeur qui est ciblé, est-ce que ça ne serait pas les constructeurs chinois? Car aujourd'hui, la Chine tente de s'implanter en Europe. Le meilleur moyen de s'implanter, c'est peut-être d'arriver à gagner en MotoGP pour se créer une image de marque. Ça pourrait être intéressant de la part des constructeurs chinois. Après, il y a aussi un problème pour arriver en MotoGP aujourd'hui, c'est que ça demande du temps, vu que la catégorie est très compétitive, et qu'on s'aperçoit que même KTM, qui pourtant met d'énormes moyens, n'arrive pas à être ultra performant. C'est peut-être ça aussi qui fait un peu peur à BMW, c'est les moyens qu'il faudrait mettre pour être performant. Mais ça pourrait être également les constructeurs asiatiques, notamment chinois, qui pourraient être intéressés par cette arrivée en MotoGP. Du côté des rumeurs et des transferts aussi, Jack Miller qui arrive chez KTM, il quitte Ducati. Je pense qu'il a compris que chez Ducati, il n'était plus le choix numéro 1. Aller chez Pramac aurait été un peu un recul pour lui. Bon voilà, il y a eu le projet KTM qui s'est ouvert à lui. C'est un projet qui est intéressant. KTM met des moyens. Bon, faudra réussir à être performant. On a vu Zarco, par exemple, n'avait jamais réussi à s'adapter à cette moto. Mais je pense que il y a aussi un côté intéressant pour KTM, c'est que c'est un pilote qui est très charismatique, Miller. C'est aussi, voilà, au niveau marketing, au niveau communication, c'est pas mal. Même si c'est un peu ingérable, c'est pas mal d'avoir Jack Miller. Ce qui veut dire que Miguel Oliveira serait sur le départ. Il va y avoir un jeu de chaises musicales. On a déjà 2 pilotes Suzuki qui sont sur le marché. Johan Mir, champion du monde 2020, et également notre ami Alex Rins. Vous avez également donc Miguel Oliveira qui serait sur le départ. Je pense qu'il n'a pas envie de retourner chez Tech 3. Et donc on parlerait de remplacer Banaya. Banaya serait peut-être sur le départ du côté de Ducati, du côté de l'équipe officielle,
et qu'à la place on mettrait Miguel Oliveira pour épauler Fabio Di Gianantonio, et Miguel Oliveira comme ça pourrait faire son apprentissage de la Ducati, et ça pourrait être pas mal d'avoir Miguel Oliveira qui est quand même un pilote qui a gagné 3 Grands Prix ou 4 Grands Prix, je ne sais plus, dans sa carrière, donc ça pourrait être, je crois que c'est 4. Ça pourrait être intéressant de l'avoir du côté de chez Ducati et du côté de l'équipe Gresini, encore plus. Après, c'est pas les seules rumeurs de départ, hein. On voit très bien que chez LCR, Alex Marquez, Nakagami, ils sont plus en odeur de sainteté. On voit très bien également que Paul Espargaro, il serait dans l'idée de quitter Honda. Retourner chez KTM, oui. Le problème, c'est que Brad Binder et Jack Miller sont dans l'équipe 1, donc aller chez Tech 3, pas simple non plus. LCR, ça reste quand même la Honda, machine capricieuse, pas forcément intéressant pour les top pilotes, mais on sait que chez Honda, on serait sur le coup de Johan Mir. Morbidelli, Yamaha, on serait aussi également plus proche du départ que du renouvellement de contrat. Et puis également chez RNF, Dovizioso serait sur le départ, et peut-être même avant la fin de saison. Donc on pourra avoir déjà un jeu de chaises musicales avant la fin de saison. Il se peut qu'il y ait des jeunes pilotes qui se retrouvent sur le carreau. On pense à Raúl Fernandez, notamment, qui serait un petit peu dans la panade. Donc on va voir ça, les événements dans les semaines à venir. On va parler de l'air sale également dans cette vidéo. Pourquoi l'air sale ? Parce que on a, depuis le début de saison, on en a parlé tout à l'heure, peu de spectacles, peu de dépassements. C'est un vrai problème du côté de la MotoGP, même si du côté de la Dorma, on ne s'inquiète pas de ce phénomène. Il y a peu de dépassements cette saison en MotoGP, et il y a quand même pas mal de courses où on s'ennuie un petit peu, même si on a des Français qui sont top. C'est pas les Grands Prix de l'année qu'on a vus quand même ces derniers temps. Et on a ce phénomène d'air sale qui pourrait expliquer peut-être certains problèmes. Qu'est-ce que l'air sale ? C'est un phénomène qu'on a appris à connaître en Formule 1. Plus vous avez d'impadices aérodynamiques complexes, plus ça crée des turbulences. Notamment, un élément qui provoque pas mal de turbulences, ce sont les ailettes sur les côtés des carénages. Les fameux dashboards, les fameuses pièces qu'on a interdites cette année dans le règlement de la Formule 1. Ce sont ces pièces latérales qui provoquent beaucoup de turbulences. Ce qui provoque l'impossibilité de se suivre, car la moto qui va suivre cette première moto, la machine suiveuse, on va l'appeler comme ça, aura quasiment l'impossibilité de rentrer dans la zone d'aspiration. Vous avez plusieurs zones en MotoGP. Vous avez une zone où vous n'êtes absolument pas gêné par votre concurrent. Je dirais que jusqu'à 1 seconde 1, 1 seconde 2, vous n'êtes pas emmerdé par le concurrent devant, vous avez de l'air nickel, ça ne pose pas de souci. En dessous de 2 dixièmes, vous rentrez dans l'aspiration. En dessous de 2 dixièmes et demi. L'aspiration, c'est-à-dire que vous êtes... vous avez certes des difficultés dans les virages parce que vous avez peu d'air qui arrive sur vos pièces aérodynamiques et qui peuvent donc plaquer la moto au sol. Par contre, vous n'avez plus de traînée aéro, vous êtes beaucoup moins embêté par la traînée aéro en ligne droite, donc vous allez plus vite. Donc le temps que vous perdez en virage, normalement vous le compensez en ligne droite, et ce qui vous permet de dépasser. Et puis vous avez une zone entre 1 seconde 1 et 3-4 dixièmes, grosso modo, vous êtes dans l'air sale de la moto de devant. Et en fait, dans cette situation-là, vous ne pouvez pas dépasser, vous ne pouvez pas vous suivre, parce que vous allez surchauffer vos pneus, parce que comme vous êtes dans l'air sale, pour continuer à rouler à la même vitesse, vous allez forcer au niveau du pilotage, vous allez forcer au niveau du pneu, ce que vous allez faire surchauffer vos pneus, et ce qui fait que vous allez commencer à plus réussir à faire des bons temps autour, et donc à plus réussir à suivre la moto de devant. Et c'est ce qui expliquerait peut-être des problèmes de dépassement, et la seule solution pour diminuer l'air sale, c'est de diminuer les éléments aérodynamiques et d'interdire certains éléments aérodynamiques sur les côtés. C'est peut-être la réflexion que devrait avoir la Dorma, mais j'ai l'impression que pour le moment, on ne s'inquiète pas vraiment. Or, si vous avez une catégorie qui a peu de spectacle, forcément les gens vont commencer à se désintéresser de cette catégorie. Il ne faudra pas se plaindre si on commence à avoir plus d'audience du côté du Superbike,
ou si certains commencent à suivre exclusivement la Formule 1 et à ne plus regarder la MotoGP. La note du Grand Prix, j'ai mis 13 sur 20, le circuit est beau, ce circuit du côté de l'Allemagne, le problème c'est peu de dépassements pendant le Grand Prix, et malgré une séance de qualification et surtout la Q1 qui a été très intéressante, très serrée, mais en course, vraiment, pas de dépassement possible. Le fait aussi que ce soit un circuit technique n'a pas aidé. C'est vrai que c'est un circuit où déjà les dépassements ne sont pas énormes. Il faut prendre pas mal de risques pour tenter des dépassements. Mais là, vraiment, on n'a eu aucun dépassement pendant le Grand Prix. Donc c'est pour ça que j'ai mis 13 sur 20 tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence tout de suite avec Fabio Quartararo, vainqueur de ce Grand Prix. Première ligne en qualification, puis vainqueur. Audacieux, le pneu médium. Surtout vu les conditions climatiques, aux Sachsenring, il faisait très très chaud lors du Grand Prix, donc c'était vraiment quelque chose vraiment de pas mal audacieux du côté de Fabio Quartararo. Mais ça a marché. Ça a marché parce que déjà Fabio, il a un pilotage qui est hyper propre. Et puis surtout, il avait une moto qui, en ce moment, il lui correspond extrêmement bien. Et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en ce moment, il enchaîne vraiment les résultats. Je suis assez inquiet quand même pour ses adversaires dans les semaines à venir, parce que on voit très bien pour le moment que Fabio Quartararo, il est au-dessus. Il est au-dessus et je ne vois pas qui va être en mesure d'aller chercher le pilote français. 2 victoires de rang. Pire résultat depuis le début de saison, c'est une 9e place. Et là, il enchaîne, il enquille vraiment les très très bons résultats. Et il a désormais une marge sur ses adversaires. On peut dire déjà que seulement 4 pilotes pourront jouer le titre cette année. Et on n'est qu'à mi-saison. Alors, il va y avoir Hassan, qui est le prochain week-end de course. Mais je ne vois pas comment on va pouvoir aller chercher Fabio Quartararo, car il est un petit peu dans la même situation que Verstappen. En ce moment, il est imbattable. Et puis, ses adversaires ont commis quelques erreurs. Alors, je dirais que l'adversaire pour moi qui reste le plus dangereux est Aleix Espargaro, mais c'est vrai qu'Aleix Espargaro, l'erreur de la Catalogne lui coûte cher. Du côté de Johann Zarco, les 2 abandons coûtent très cher, l'Argentine et surtout Jerez. Même si en ce moment il est quand même sur une bonne série depuis le Grand Prix de France, 4 résultats dans le top 5, dont 2 podiums pour Johann Zarco, mais je ne vois pas qui va pouvoir battre Fabio Quartararo cette année. Ce qui m'inquiète un peu, parce que comme déjà on n'a pas beaucoup de spectacles sur la piste, c'est en plus on n'a pas beaucoup de suspense du côté de la gagne finale. J'ai peur que vraiment la fin de saison soit un petit peu morose. Que cette partie de saison en dehors de l'Europe, ce qu'on appelle outre-mer, soit un petit peu ennuyante si tous les championnats sont joués, enfin si au moins le championnat pilote est joué avant ces échéances, ou si la marge de Fabio Quartararo est trop importante sur ses adversaires. Autre français, Johann Zarco, 3e du championnat du monde, 2e de la course, Johann. Devant, c'est intouchable. Derrière, c'était le plus rapide des autres. Il a été très très bon. Et puis, je le trouvais très à l'aise tout ce week-end, avec une grande confiance en lui. Ça, j'ai vraiment bien aimé la confiance qu'avait Johann Zarco pendant tout ce week-end de course. On a bien senti le pilote très à l'aise. Donc vraiment, moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, aujourd'hui, il est devant son équipier encore une fois. Devant Jorge Martin, meilleur pilote Ducati. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il ne pouvait pas aller rejoindre Fabio, mais 4 secondes 9. J'ai envie de dire que Fabio était un petit peu sur une autre planète. Jack Miller ne pouvait pas non plus aller le chercher. Donc il était un peu dans un no man's land. C'est une belle 2e place, c'est une course qui a été intéressante, un week-end très intéressant aussi, avec une première ligne en qualification. Est-ce que la victoire viendra à Assen? Est-ce que la victoire viendra en Grande-Bretagne ou en Autriche? Je ne sais pas, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il gagne son premier Grand Prix quand même, Zarco. Parce que là, il tourne autour, tout le monde le rappelle, qu'il n'a pas gagné pour le moment encore.
Mais on s'aperçoit qu'il est vraiment pas loin et ça serait intéressant. Ça serait vraiment bien, là, qu'il gagne une course. Johann Zarco, bon, après, on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir, mais voilà, Johann Zarco, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal pour le moment quand même, depuis le début, enfin depuis quelques courses là, et surtout beaucoup de confiance, très à l'aise sur la machine. Le correcteur d'assets a l'air de marcher du côté de chez Ducati. C'est un petit peu plus compliqué pour Maverick Viñales du côté de chez Aprilia. C'est con parce qu'en plus Viñales faisait une bonne course. Mais le correcteur d'assets a l'air de marcher. On voit que même d'autres pilotes chez Ducati commencent à le récupérer. Et puis pour le moment, j'ai l'impression que c'est le pilote le plus à l'aise avec la machine. Donc là, c'est aussi très intéressant. Et puis, ça, on parle beaucoup de Bastianini, mais bon, Zarco chez Ducati, dans l'équipe 1, on pourrait y réfléchir. Ça pourrait être intéressant pour Ducati parce qu'avec ses qualités de metteur au point, ça serait un avantage quand même, je pense, chez Ducati. Et puis, avec Bagnaia, il y aura peut-être quand même, on aurait un pilote 1, un pilote numéro 2. Peut-être. Le statut serait très clairement déterminé, alors que s'il y a Bagnaia face à Bastianini, on va avoir du mal à savoir qui est le pilote 1, qui est le pilote 2. Mais après, bon, Zarco, là, il est leader chez Pramac, il peut jouer le championnat à fond. C'est aussi une situation qui est vraiment idéale pour le pilote français. Je t'ai amené avec Tech 3, Raoul Fernandez 12, Rémi Gardner 15. Ils ont surtout profité des abandons pour finir dans les points, parce que sinon en qualification c'était compliqué. 21e et 22e. Il n'y a pas énormément d'amélioration au niveau des deux pilotes, mais bon, quand tu vois également ce que fait Miguel Oliveira, la machine est très compliquée. Et ce week-end c'était mieux pour Raoul Fernandez. Ça fait 2 week-ends d'affilée que c'est un peu mieux. Donc ça c'est également intéressant. Mais c'est vrai que du côté de l'équipe française, on aimerait avoir des meilleurs résultats. En plus, les deux sont quand même presque menacés quand même déjà pour des pilotes débutants. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à être chez KTM l'année prochaine. C'est vrai que le départ de Suzuki a changé beaucoup de choses dans les plans de beaucoup de formations. Donc ça serait bien de réussir à faire un top 10, quoi, hein. Ça serait quand même un résultat intéressant, car pour le moment, c'est un peu trop léger en termes de résultats. Pardon, j'ai dit une bêtise en Catalogne, c'était Gardner qui était devant Raoul Fernandez. J'étais bourré. Mais là, voilà, au moins Raoul Fernandez marque ses premiers points. Voilà, meilleur résultat pour le moment dans sa carrière. Donc voilà, ça va peut-être leur donner du baume au cœur, mais c'est vrai qu'en termes de rythme, pour le moment, les deux pilotes sont un petit peu en difficulté et sont derniers du classement des débutants, qui est mené par Bezzecchi devant Didja et Darin Binder. On poursuit tout de suite avec les coureurs au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Pol Espargaro. C'est le meilleur derrière les Français. C'est le plus constant aussi depuis le début de saison derrière Fabio. Mais tu sens que là, ce week-end, c'était un ton en dessous par rapport à Fabio. Donc il fait le maximum, il tente de marquer des points, un maximum de points. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à conserver sa place sur le podium, que Miller lui passe devant. Parce que ça aurait un peu changé peut-être la donne. Voilà, il aurait perdu un peu moins de points au niveau du championnat. Mais bon, il avait un rythme inférieur. Il pouvait pas revenir sur Zarco, il pouvait pas revenir sur Quarta. Donc c'est un Grand Prix où il marque des gros points, Alex Espargaro. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, marquer des gros points, c'est pas suffisant par rapport à Fabio. Mais on voit quand même sur son début de saison, pire résultat 11e. Il y a quand même 4-5 podiums, dont une victoire. Pour le moment, c'est le pilote qui est le plus constant, pas d'abandon non plus. Il fait partie des rares pilotes qui n'ont pas abandonné. Mais bon, aller devant demande encore plus de travail. Et peut-être que l'Aprilia, il manque encore ce petit truc par rapport au rapport fusionnel qu'a Quarta avec Sayam. Il manque peut-être encore un petit truc encore à Aprilia.
Mais être déjà deuxième du championnat, c'est déjà très bien pour Aprilia. Je rappelle, c'est la première année en tant que vraie équipe officielle, voilà, où ils ont quitté le support de Gresini. Et ça aurait pu être difficile pour Aprilia. Il y a vraiment une évolution des performances qui est très intéressante. Et puis, bon, à Sun, ça a plutôt bien marché ces dernières années à Yam. Mais c'est quand même un circuit où il faut de la vitesse et de la motricité. Et l'Aprilia est plutôt très très bonne dans ce domaine-là. Donc on ne sait jamais, pour Alex Espargaro, peut-être une belle performance du côté de Assen. Autre pilote au top, moi j'ai mis Marini. C'est bien de voir Marini dans le top 5 d'une course. Marini, on l'avait déjà vu plusieurs fois dans le top 5 en qualification. Il avait été en top 5 en course. C'était du côté de l'Autriche l'année dernière sous la pluie. Mais surtout, ce que j'aime du côté de Marini, c'est que là, il enchaîne les résultats. 9e en France, 6e en Italie, 6e en Catalogne, 5e ici en Allemagne. Ça marche désormais pour Luca Marini sur la Ducati. On commence à retrouver un petit peu le Luca Marini de la Moto 2 qui nous manquait depuis sa chute au Mans il y a 2 ans, et qui avait du mal en MotoGP. Il l'avait dit, des problèmes physiques. Mais c'est surtout intéressant de le voir au top sur ce Grand Prix d'Allemagne qui a été extrêmement difficile avec la chaleur. On a vu vraiment les pilotes extrêmement fatigués à l'arrivée. Pour un pilote qui avait des soucis physiques et qui n'arrivait pas à finir ses Grands Prix correctement, de le voir finir 5e avec plutôt un rythme intéressant en fin de course parce qu'il était en bagarre, notamment avec Miller et avec Espargaro, c'est plutôt très intéressant pour le pilote de la VR46. Et puis surtout, ça lui permet de remonter au classement. Il est désormais juste derrière Marc Marquez, mais il n'est pas très loin de Jorge Martin et Miguel Oliveira. C'est aussi intéressant parce que ça reste un pilote Ducati, donc c'est un pilote aussi qui a besoin de se montrer, et peut-être que chez Ducati il pourrait changer peut-être de place dans la hiérarchie, alors peut-être pas cette année, mais pour la saison 2024 ça pourrait lui permettre de changer de place dans la hiérarchie, de récupérer une moto encore meilleure, surtout dans une meilleure équipe. Et puis c'est intéressant aussi de voir qu'il est devant Bezzecchi depuis 2 courses. Alors Bezzecchi qui avait fait un gros début de saison, et puis Marini, encore une fois, belle qualif en Q1 qui lui permet d'aller en Q2, mais il a fait vraiment un bon travail, vraiment un week-end très solide de la part de Marini. Dommage la FP3 où il ne se qualifie pas directement pour la Q2, mais sinon ça a été un week-end vraiment très bon de la part du pilote italien qui fait vraiment du très bon job. Et puis je termine avec Jack Miller. C'est important pour Jack Miller cette 3e place, déjà au niveau de la confiance, parce que c'est vrai que les derniers résultats n'avaient pas été bons, surtout après avoir annoncé son départ chez KTM. Donc voilà, ce changement de carrière qui peut être considéré comme risqué quand même pour Jack Miller. Ça le replace un petit peu au championnat du monde, même si l'écart est de quasiment 100 points avec Fabio Quartararo, donc ça semble compliqué. Et puis surtout, il est dans une spirale plutôt positive, alors que son équipier est un petit peu plus se retrouve un petit peu en difficulté avec 2 abandons d'affilée, surtout abandon très particulier comme pour Banaya, une chute de l'arrière dans le virage 1. Ça montre aussi que Jack Miller, qui pourtant est inconstant depuis le début de saison, a marqué autant de points que Banaya, ce qui montre aussi qu'il y a quand même un problème du côté de Banaya, parce que malgré 2 victoires, il a quand même 4 abandons, ce qui est beaucoup trop. Et donc Jack Miller, lui, marque podium sur ce week-end de course. Il fait son 3e podium de la saison, Jack Miller. Et puis c'est important parce que quand tu annonces que tu pars, il montre que déjà du côté de Ducati, il est toujours motivé pour aider Ducati. Et puis surtout, c'est rassurant pour KTM de se dire on a un pilote de qualité, même s'il est inconstant. C'est un pilote qui est capable d'amener des victoires. Puis peut-être qu'avec les KTM, il s'en sortira très bien. Brad Binder, par exemple, n'a pas de soucis, trop de soucis avec la KTM. Solide 5e, Brad Binder, parce que Binder est quand même devant Miller et Banaya.
alors que Binder n'a aucun podium. N'a qu'un podium, pardon, c'était la première course de l'année. Depuis, c'est compliqué du côté de KTM, donc c'est intéressant de notifier ça également. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Honda. Catastrophique. Alors, aucune Honda dans les points, il faut remonter à Nogaro 82. Sauf que Nogaro 82 est un Grand Prix particulier. Les pilotes faisaient grève à Nogaro 82. Donc, il faut même remonter encore avant pour voir aucune Honda dans les points. Ce qui montre que chez Honda, on n'a toujours pas réussi à régler le problème. Quand tu entends les propos de Repsol qui dit bon, on n'aime pas ce qui est devenu la MotoGP, c'est aussi inquiétant. Quand ton sponsor numéro 1 a ce regard cynique sur ta discipline et ce regard très critique envers ta discipline, c'est quand même inquiétant pour savoir si Repsol va continuer à mettre ses billes dans Honda, parce que Repsol met beaucoup d'argent. Et puis on s'aperçoit que Nakagami est tombé, Marquez a eu un problème technique, Brad Binder finit 16e, Stéphane Bradl finit 16e. Il faut savoir que Espargaro a abandonné également. Espargaro, Bradl ont abandonné quand même, ont eu un week-end extrêmement difficile, une course très difficile. Ils sont brûlés. C'est-à-dire que le carénage transfère la chaleur aux pilotes. Et donc Bradl l'a expliqué en interview. Pourtant Bradl c'est quand même quelqu'un d'assez calme d'habitude, et puis qui ne critique pas, hein. Il sait qu'il est payé par Honda et depuis des années. Si Bradl, ton pilote d'essai, critique le travail de Honda, c'est encore plus inquiétant. Ça montre qu'il y a un vrai problème, mais qu'il y a un problème structurel chez Honda. C'est pas qu'un problème juste de on a fait une mauvaise moto, c'est que c'est un problème de on travaille pas assez. Ils ont raté toutes les questions aérodynamisme. Ils sont arrivés avec énormément de retard. Ils n'ont pas compris quand Ducati a commencé à faire ça. Ils ont mis au moins 2 ans avant de mettre des premiers ailerons sur leur moto. Et puis, machine très difficilement conduisible. Et en plus, à la limite du dangereux quand même. Donc, voilà, week-end catastrophique avec des pilotes qui se plaignent. Sans Marquez. Enfin, voilà. C'est même un symbole parce que sur le circuit où a dominé Marquez et où Marquez est invaincu, et c'est là où Honda ne marque pas de points quand Marquez n'est pas là. Donc ça montre aussi toute la situation catastrophique du côté de Honda. Il va falloir trouver une solution. On ne peut pas se contenter d'un seul pilote qui performe. Je dirais que c'est pas la seule équipe c'est pas le seul constructeur qui est dans ce cas-là. Yam c'est pareil et KTM aussi. 3 constructeurs, c'est 3 constructeurs où il y a un seul pilote qui arrive à se servir de la moto. Il va falloir quand même au bout d'un moment trouver des solutions parce que si le pilote a des problèmes physiques comme Marquez, tu te retrouves quand même un petit peu dans la merdasse. Yuan Mir, surpris sur un circuit comme ça, que la Suzuki ne performe pas. Mais j'ai l'impression que Suzuki est déjà parti ailleurs. Ils ont presque quitté la MotoGP, j'ai l'impression. Je pense qu'il n'y aura pas d'évolution, de toute manière, du côté de chez Suzuki. Ils sont loin en championnat. Pilote, beaucoup d'abandon ces derniers temps. Et depuis qu'ils ont annoncé leur retrait, ou que les rumeurs de leur retrait se sont faites de manière insistante, j'ai l'impression qu'on a lâché la situation. On est beaucoup moins concentré. Là, c'est quand même un circuit Suzuki normalement, sauf que la Suzuki n'avait absolument aucun rythme. C'est quand même le châssis, la qualité première de la Suzuki, et ça ne marchait pas du tout. Puis ça fait quelques courses, quand même que chez Suzuki, les résultats sont en retrait. Vous avez en plus Alex Rins qui se blesse. Voilà, et puis encore une fois, seulement 69 points pour les 2 pilotes, 8e et 9e. C'est pas suffisant. Et on voit bien que du côté de chez Suzuki, on n'arrive pas à trouver la solution. Et encore une fois, je pense qu'on est déjà presque ailleurs du côté de chez Suzuki. Et c'est surtout depuis le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de France, où vraiment seulement la 4e place de Mir. Sinon, on n'a pas marqué d'autres points
Ce qui montre quand même la situation catastrophique après un très bon début de saison, un bon début de saison, et surtout une belle performance collective. Tout s'est complètement écrolé du côté de Suzuki depuis l'annonce du retrait de la marque. Et puis, Morbidelli, toujours nulle part. Voilà, 13e seulement, quand ton coéquipier est en tête. Menacé de toutes parts, il faut très clairement le dire, par Johan Mir notamment. Et puis, pas de performance. Il finit quand même derrière Raúl Fernandez, juste devant Dovizioso, qui est nulle part, Dovizioso. C'est pas normal. C'est pas normal quand tu t'appelles Franco Morbidelli. Donc, c'est vraiment une situation, je trouve, incompréhensible, Morbidelli. Parce que il a été performant quand même sur la YAM. Il a connu la YAM ces dernières années, il a été performant. Et depuis sa blessure au genou, on ne le revoit pas, mais lui dit il n'a aucune douleur, il n'a aucun problème physique. C'est ça qui est quand même assez incompréhensible. C'est que lui dit bon, j'ai pas de problème physique, pourtant en termes de résultats, il est nulle part. Soit il nous ment, soit il a plus confiance dans la moto, soit il a peur en moto, je sais pas, mais c'est quand même assez incompréhensible, ce faible niveau de performance de la part du pilote italien. Donc moi je suis quand même très inquiet pour Morbidelli, parce qu'un pilote sans confiance, je ne vois pas quelle équipe irait récupérer le pilote italien, alors qu'il est vraiment en confiance, en manque de confiance totale avec sa machine. Donc je suis très inquiet pour Franco Morbidelli. On passe au classement rapidement. Classement pilote. Quartararo en tête avec 172 points devant Espargaro. On retrouve ensuite Johann Zarco, Enea Bastianini, Brad Binder. Banaya, Miller, donc à égalité avec 81 points. Rins Mir à égalité avec 69 points. Et Miguel Oliveira, 10e avec 64 points. Premier débutant Marco Bezzecchi devant Di Gianantonio, Darren Binder, Rémi Garner et Raúl Fernandez. Et parmi les pilotes qui n'ont pas beaucoup marqué de points, on a Morbidelli seulement 19e ou Nakagami seulement 16e. Du côté du classement constructeur, c'est Ducati qui est en tête avec 221 points. Devant Yamaha, même si l'écart avec Yamaha se réduit légèrement. On retrouve ensuite Aprilia 3e, devant KTM 4e, Suzuki 5 et Honda 6e. Donc encore une fois avec ce chiffre qui montre que Honda n'a pas marqué de points. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Yamaha qui mène avec 13 points d'avance sur Aprilia. On retrouve ensuite Pramac, pardon. Prema c'est en F2, je m'excuse. Ducati, Red Bull, Suzuki, Gresini, Repsol, VR46, LCR et Tech 3 et 12e. Ça manque un peu de points, mais il remonte quand même un petit peu sur le team Yamaha RNF qui, je rappelle, rejoindra Aprilia l'année prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le week-end prochain, on débriefera le Grand Prix des Pays-Bas. Et puis ensuite, eh bien... ça sera la trêve estivale et on se retrouvera au mois de juillet calme. Il y aura du cyclisme mais pas de moto, et puis avant le mois d'août et le Grand Prix de Grande-Bretagne, même si le mois d'août sera encore assez calme sur la deuxième partie de saison. Sur les premiers temps, on repartira plutôt sur un Grand Prix toutes les 2 semaines avant la tournée d'outre-mer. Mais c'est vrai que on arrive sur des Grands Prix Grande-Bretagne, Autriche notamment, où il faudra que Ducati marque des points et gagne. Ça sera très important pour l'équipe italienne et pour les constructeurs italiens surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire, mettre un pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salam à la production. Ciao ciao.